Bonjour, moi et mes collègues, moi Marc-Antoine Gravel, Simon Bélanger. Jérôme Bouchard. allons vous présenter l'analyse que nous avons faite sur votre entreprise selon le mandat demandé. Donc, au niveau du mandat demandé, on va vous présenter une analyse interne de l'entreprise, une analyse externe de l'entreprise, des recommandations sur les ajustements comptables avec les états financiers corrigés, donc l'état des résultats et le bilan. Après, nous allons faire l'analyse de la situation financière et les recommandations de l'entreprise, les analyses sur les prix de rachat de l'entreprise, la détermination de l'impact sur la proposition de ATABLE Inc., ainsi que des recommandations globales sur l'avenir de l'entreprise. Au niveau de l'analyse interne, on peut voir qu'au niveau des forces, votre entreprise a vraiment une clientèle. L'entreprise a vraiment une clientèle fidèle. Vous avez des produits de bonne qualité. Vous êtes passionné par votre travail. Vous avez une notoriété grandissante depuis maintenant 10 ans, surtout au Québec et partout au Canada. Vous avez aussi plusieurs distributeurs partout au Canada, comme en Saskatchewan, en Ontario, au Québec. En Alberta et en Saskatchewan. Merci. Et des nouveaux. Ce sont des nouveaux. Vous avez aussi une très bonne relation avec vos fournisseurs, 10 fournisseurs principaux. Vous avez une bonne logistique de production avec un calendrier que vos employés regardent et que la production ça fait très bien. Vous avez aussi plusieurs gammes de produits ainsi que des produits de santé. Au niveau des défis, vous pourriez aussi vendre dans le supermarché pour aller chercher une catégorie de clientèle plus grande. Merci. Au niveau de l'analyse externe, au niveau des opportunités, vous avez deux solutions possibles pour une entreprise, qui est de soit partir à la retraite ou soit de vendre votre entreprise. Au niveau des menaces, c'est que vous avez atteint la capacité maximale de production, dans le sens que vous ne pouvez plus stocker le stock dans votre petit entrepôt parce qu'il est trop petit. Donc, c'est sûr que ça cause vraiment une menace, donc, parce qu'on ne pourra pas aller chercher plus de clients et plus de profit. Une émission valeur vision. Donc, votre mission, c'est d'écrire des sachets de légumes et d'herbes déshydratées destinés à rehausser les saveurs de n'importe quel plat. Au niveau des valeurs, vous avez beaucoup de qualité au niveau sur la qualité des valeurs nutritionnelles. Et la vision, c'est de garder une bonne notoriété au fil du temps, au fil que l'entreprise existe. Maintenant, on va embarquer dans les ajustements comptables. Dans le fond, il y avait certaines transactions que vous avez rentrées qui étaient faussées. Dans le fond, on avait l'amortissement de l'équipement de remballage que vous aviez, votre ancienne, qui était mis de côté, ça fait 1 an maintenant, que dans le fond, on a mis au rencard, vu qu'elle est plus utile, puis elle prend de la poussière, personne ne veut l'acheter malheureusement. Donc, ça va créer une perte aussi de 9 896, puis ça va être un débit sur l'équipement, un crédit sur l'équipement de 25 000 pour enlever la valeur de l'équipement dans votre immobilisation. Après ça, on va avoir une vente aussi qui va être perdue d'avance avec un distributeur. Dans le fond, vous aviez fait un contrat que jusqu'au 31 janvier 2026, qui allait devoir vous acheter 50 000 sachets, qui vous a donné un 20 de liquidité. Fait que là, dans le fond, vous aviez déjà vendu, livré 10 000. Puis là, il restait 40 000, vous avez déjà enregistré la facture. Donc, on a mis 160 000 au début d'un vente, puisqu'ils sont réduits, vu qu'on les a pas vraiment, donnés, fait que ça va être réduit. Après ça, on avait un produit perçu d'avance, vu qu'il était déjà dans les comptes clients, et c'est un truc à enlever, en raison qu'il ne le voit pas encore, qu'on n'a pas donné encore le service, on n'a pas encore livré nos trucs. Puis dans le fond, de base, c'est 200 000, mais on avait le 20 qu'on a calculé directement, vu qu'on n'a pas vu que vous aviez un compte escompte sur vente. Après ça, on avait une perte de stock aussi, que vous aviez des matières premières qui avaient dépassé la date de péremption. Donc, on les a fait un stock négatif, puis on a fait une perte de stock, vu que les stocks ne pourront pas être utilisés pour la création de vos épices et vos assaisonnements. Après ça, on avait l'assurance. Dans le fond, on avait un contrat d'assurance qu'on venait de payer le 1 septembre, on l'avait payé au complet, puis là, il nous restait seulement un mois à utiliser. Dans le fond, on avait 5 037 qui étaient des assurances payées d'avance qui vont englober l'année prochaine, cette année 2025 et le reste de l'année 2024.
Après ça, bon, on avait de l'impôt sur les succès. Dans le fond, on avait vu, en raison d'investissement, on avait un remboursement de 20% d'impôt sur la nouvelle machine d'emballage que vous avez achetée, qui était une valeur de 32 000. Ça fait 6 400 des bénéfices nets sur les impôts. Et dans le fond, là, on a toutes les corrections, on a réécrit tous les états des résultats au complet. On a les ventes aux distributeurs qui avaient essayé de s'en sortir à raison que vous avez déjà comptabilisé, finalement, on n'a pas vraiment rendu le service, ce qui fait une baisse quand même assez importante pour le CA, qui est rendu de 939 590. Ensuite aussi, on avait la perte de matières premières qui ont dépassé la date de péremption. Ça fait un moins 45 000 au niveau des matières premières de stock à la fin, qu'on est rendu à 164 485. Ce qui fait un chiffre à la fin pour les CMB, le coût de marchandises vendues, de 929 682. Puis la marge bénéficiaire brute qui est quand même descendue très drastiquement, c'est quand même un gros montant qui a descendu après les corrections, c'est rendu 27 862 de marge bénéficiaire brute. Ce qui en est des assurances, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fié sur les assurances que vous avez payées durant l'année 2023. On s'est dit que tout le contrat durant ce temps-là, fait que pour calculer, vu qu'on laisse 5 495, c'était pour l'année, la prochaine année, dans le fond, on a pris lui de l'année d'avant, on l'a divisé par 12, on a fait x11 pour les 11 mois, puis ensuite on a rajouté 458 mensuels pour les assurances le dernier mois avant les états de résultats. Après ça, on a rajouté aussi la perte sur l'immobilisation, qu'on a mis encore la machine d'emballage ancienne qui prend la poussière, ce qui fait des frais d'exploitation de 196 117. Après ça, on avait les pertes avant impôt, dans le fond, qui ont monté environ 100 000, qui rendaient à 168 000. Après ça, l'impôt il a changé, puisqu'on n'a plus les mêmes bénéfices. Dans le fond, on est rendu à 27 000. Il y a une augmentation de 21 000. C'était rendu à 21 000, il y a une augmentation de 14 000 là, au niveau des impôts. Puis ensuite, on avait le remboursement de 20% des impôts sur la machine d'emballage. Dans le fond, ça fait une perte nette au final de 140 825. Ce qui en est du bilan, dans le fond, on a dû changer les bénéfices liés à l'impôt aussi qui ont augmenté. Après ça, on a les assurances payées d'avance. Dans le fond, on avait 5 037 qui va la prochaine année financière. Et ensuite, tu avais les immobilisations corporelles. Dans le fond, net, on a enlevé le coût de l'ancienne machine, la valeur nette de l'ancienne machine de 9 896. Après ça, le total de l'actif, dans le fond, il est rendu à 562 102 $. Dans le fond, après ça, on avait au passif à court terme, on a rajouté produits perçus d'avance en raison du 160 000 qu'on avait déjà perçus dans nos banques, qu'on n'a pas reçu nécessairement, qu'on n'a pas rendu le service. Ce qui fait un total de passifs et capitaux propres de 700 441. Puis, pour les ratios, on a calculé les ratios avec les ajustements comptables corrigés. Puis, on les compare à les ratios internes comparés au ratio du secteur. Puis, on peut voir que la marge brute, c'était correct un peu en dessous du marché quand même, mais ça devenait correct avec le ratio net. La marge nette était de 4,27 en 2022, puis on peut voir qu'en 2024, on a vraiment baissé à cause du trop perçu. Dans le fond, la marge brute, c'est le profit que vous faites sur la vente d'un article sans les coûts liés à la vente directement. Puis la marge nette, c'est les coûts de vente plus les coûts d'exploitation. C'est la marge que vous faites sur un produit avec ces coûts-là. On a un fonds de roulement qui descend à 0,8 en 2024. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Parce que dans le fond, ça explique. En gros, c'est le nombre de fois qu'on est capable de payer les passifs à court terme avec nos actifs à court terme. C'est quand même se dire qu'on ne peut pas vraiment les payer si le fournisseur demain dit qu'on veut que vous payez, on ne peut pas vraiment, on se retrouve dans le négatif. Et finalement, le taux d'endettement était quand même très haut en 2022 comparé au marché. Il a augmenté encore plus en 2023 qu'en 2024. Le taux d'endettement, dans le fond, c'est les actifs qui sont financés par endettement. En 2024, vu qu'on est dans les moins que l'entreprise est en train de s'effondrer, et c'est 117% des actifs qui sont fondés par endettement, ça veut dire que l'entreprise est endettée. Ensuite, on a l'option à table 1 qui est pour augmenter la capacité de production des stocks. On a ça sur
On a calculé que ça ferait un revenu de 1 million si on produit 200 000 sachets. Puis dans le fond, ça rapporterait des coûts de marchandises vendus de 690 000 et une redevance sur vente de 250 000. Fait que ça ferait un revenu brut de 60 000 $. Les avantages avec ça, c'est que la marge brute est pratiquement nette parce qu'il n'y a aucun coût d'exploitation. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont liés à ça. Ça fait une marge brute quasiment nette. Ensuite, on peut garder la même capacité de production dans le local. Fait que on aurait le local en ce moment qui fonctionne à marcher comme avant, plus cette production-là en plus. Les inconvénients, les fournisseurs à table une proviennent du Chili et du Mexique en grande majorité. Ça a un mauvais impact parce que dans le fond, ils ne considèrent pas tout l'impact environnemental sur le frais de transport. Puis il y a aussi le fait qu'eux autres, ce n'est pas des aliments autant santé que vous aviez déjà de base, là, avec des aliments sans sel, sans sucre, sans agent de conservation. C'est ça, dans le feu, eux, leurs repas sont faits avec beaucoup de sel et de la conservation. Ensuite, ils ont une mauvaise image, puis ils ont un établissement qui a fermé à cause des problèmes d'insalubrité. Ça apporte une mauvaise image, puis ça nous donne une idée de comment ils sont. Et ensuite, eux, ils ne font pas de compost. Leurs déchets, ils les jettent, puis ils s'en foutent. Puis en plus, ils n'essayent pas de réduire leurs déchets. Ils laissent ça comme ça. C'est contre nos valeurs. C'est beau valeur. Ensuite, on a un rachat de l'entreprise par Sophie. Sophie, elle a des passions communes avec vous. Elle aime ça, elle aime les ingrédients naturels, elle aime la cuisine, des bonnes passions que vous avez en commun. Vous pouvez recommencer, vous pouvez refaire la cuisine pour votre plaisir avec la vente de votre entreprise. Vous auriez du temps libre pour faire de la cuisine pour le plaisir comme avant. Ensuite, l'avantage, c'est que vous allez travailler encore 4 mois minimum dans votre entreprise. Fait que vous pourrez l'aider à faire avancer l'entreprise, puis que l'entreprise marche bien encore. Puis il y a des ententes négociables. Le prix est fixe, mais par contre, les ententes avec Sophie sont négociables. Le rachat, la valeur de l'entreprise, c'était 718 000 $. C'était 0,75 fois la vente que vous avez faite dans la dernière année. L'offre était de 625 000 $. C'est sûr que c'est un peu en bas de la valeur de l'entreprise, mais par contre, toute entreprise qui se vend n'est pas vendue à son prix exact, c'est normal. Puis, elle, dans le fond, elle donnerait 500 000 directement avec ses mises de fonds et un prêt bancaire. Puis, il manquerait 125 000. Puis, ce montant-là, il serait versé sur 5 ans avec un taux d'intérêt à 4 %, qui ferait, au lieu de 125 000, 138 000 $ après 5 ans. Les inconvénients, c'est que la perte d'entreprise, puis que la valeur est moindre à celle, l'offre est moindre à celle de la valeur de l'entreprise. Dans le fond, on recommanderait l'achat par Sophie, en raison que à table ne respecte aucunement les valeurs de l'entreprise, autant dans la qualité des produits, autant dans le compost, les valeurs écologiques de façon générale, avec leur transport aussi, qui ne prennent pas ça en compte non plus. Puis, dans le fond, ça, c'est une personne qui respecte vos principes. Puis aussi, dans le fond, c'est une personne que vous connaissiez, vous ne voulez pas le vendre à n'importe qui. Puis, c'est une personne que vous avez déjà fait connaissance à un autre salon que vous avez fait justement où elle était présente. Elle a une entreprise familiale liée aussi à la cuisine. Elle a déjà des minimums de connaissances, fait qu'elle sait comment un minimum ça marche. Puis, ce que ça, dans le fond, ça va engendrer une perte de 80 000, mais en sachant que l'entreprise est en train de chuter quand même assez drastiquement, là, ce que c'est peut-être une meilleure idée de se départir de l'entreprise et pouvoir continuer vous-même votre vie à la retraite. Ça fait quand même un très bon montant, ça fait quand même 638 000 à la fin des 5 ans avec l'intérêt aussi qu'elle doit. Et si on avait une autre recommandation à faire pour l'entreprise, ça serait d'augmenter les prix. Oui, les prix, vous vouliez les garder pour garder une bonne notoriété. Par contre, il y a l'inflation à prendre en compte. Si l'entreprise est en train de couler les chiffres d'affaires d'essence à cause du prix qui reste quand même. L'inflation, c'est partout dans la vie. Et il faut monter les prix. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Certainement. Est-ce que c'est parti? Oui, faut y aller. Bon. Je me demande
demandais, parce que là, je pense à France, puis elle dit qu'elle hésite à savoir si elle est prête à vendre ou pas, si ça correspond maintenant. Si elle décidait de ne pas vendre, là, la seule solution que vous leur proposeriez, ce serait juste d'augmenter les prix? Ou il y a d'autres choses qu'elle devrait faire? Dans le fond, c'est sûr que c'est on va dire la façon la plus simple. Parce que c'est sûr que si, mettons, on rajoute, on prend comme fournisseur à Table Inc. En gros, le problème, c'est qu'on vendrait, mettons, là, on a fait une estimation si on vendrait les sachets à 5 comme on vendrait ceux-là de meilleure qualité. Et c'est sûr que, tu sais, en tant que tel, ça peut être une solution de monter les prix. Sinon, d'autres solutions, ça pourrait être peut-être de baisser des fois la présence dans les salons. C'est sûr que ça fait quand même des bonnes ventes. Puis ça peut être une façon de Des coûts en moins. Mais la meilleure solution, c'est vraiment de soit augmenter la capacité avec à Table Inc. ou de monter les prix, ou les deux. En même temps, ça serait vraiment une bonne solution. Okay. Si elle ne veut vraiment pas vendre. C'est bon, on tente le terrain. Peut-être une question, je sais pas si Tu peux y aller. Moi j'ai une question pour vous, je voulais savoir, est-ce qu'on devrait davantage se concentrer sur les ventes en ligne ou plus au salon? Vous en pensez quoi? À mon avis, ce serait peut-être mieux sur les ventes en ligne. Pourquoi? Parce que les ventes au salon, ça va tu dois tout le temps louer un kiosque. C'est ça, c'est des frais tout le temps supplémentaires comparé. Puis en plus, tu vas devoir louer ton local. C'est sûr que si vous allez, mettons, faire un des ventes en ligne en tant que tel, c'est sûr que là, il n'y aura plus de frais de louage pour le salon, plus de frais de transport, plus de frais de représentation de façon générale, promotion, publicité, ceux qui vont baisser un petit peu. Puis c'est des frais aussi, puis il y a les frais de commission aussi que vous donnez des fois que vous envoyez une personne qui n'est pas nécessairement dans l'entreprise pour pouvoir vendre vos produits sur les salons aussi. Okay, si je comprends bien, ça va augmenter mes bénéfices, ça va peut-être approcher moins de dépenses. C'est sûr que normalement, oui. Mais ça reste que c'est un contact humain, c'est important d'en avoir quand même. Ça peut être abaissé, mais c'est pas un très grand problème. Vous m'avez parlé un peu de mes ratios. J'ai remarqué que la plupart de mes ratios avaient tendance à descendre. Surtout, là, je commence à m'inquiéter, marge brute, marge nette. Est-ce que vous avez des explications pour ça? Pourquoi si mes ventes augmentent autant que ça, pourquoi est-ce que ça va pas bien dans mon entreprise? Dans le fond, les coûts de la vie augmentent, tous les coûts augmentent, mais si le frais, votre produit, le coût n'augmente pas, ça ne suit pas. Même si les ventes augmentent, ça reste que le coût augmente trop par rapport au profit sur la vente. Et excuse-moi, si on parle du fonds de roulement, vous m'avez dit aussi qu'il était en diminution. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire peut-être pour améliorer ça avant de vendre ou pour aider la prochaine personne qui va? C'est une très bonne question. C'est sûr que directement de même, c'est pas vraiment 300 solutions non plus, c'est plus vraiment peut-être plus créer des bénéfices qui pourraient plus aider, maintenant pour augmenter les fonds de roulement, pour monter l'encaisse, monter de façon générale, même notre client, tous les comptes pourraient augmenter. C'est sûr que si dans le fond, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre tant que ça d'acheter des nouvelles trucs qui pourraient nous aider avec votre encaisse. Votre encaisse est de 1300 mètres, c'est sûr que ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas, mettons, acheter un nouveau bâtiment, acheter une nouvelle machine, on ne peut pas vraiment acheter plein de choses. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment nécessairement une solution pour monter les coûts de vente et monter la marge. Moi, je pense qu'il y en aurait une. C'est peut-être, à place de demander à un client de nous payer en 2 ans, comme là, c'était fait avec le distributeur. On pourrait peut-être faire des échanges de paiement qui nous payent tout de suite. Fait que là, le fonds de roulement, l'encaisse augmenterait. Puis là, ça serait beaucoup mieux, je pense. Merci. J'ai une question par rapport à votre recommandation principale. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait accepter l'offre d'achat de ce prix. C'est ce que j'avais vu. Est-ce que vous pensez que ce serait mieux de le faire maintenant ou de mettre en œuvre déjà certaines choses pour éventuellement pouvoir vendre un peu mieux plus tard? C'est sûr que en ce moment, on a une offre d'achat. Peut-être que plus tard, il y a des personnes qui seraient intéressées. Puis ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Oui, on pourrait améliorer les taux et les ventes, mais J'ai pas vraiment compris la question. Dans le fond, est-ce que c'est mieux d'accepter cette offre-là maintenant puis de ne pas mettre, dans le fond, en œuvre les différentes recommandations ou essayer de mettre en œuvre prendre une chance de ne pas avoir l'offre et de revendre plus tard à un autre acheteur? C'est sûr que si on réussit à reprendre, mettons, augmenter les bénéfices de l'entreprise, c'est sûr que ça pourrait être une bonne idée de décliner.
Et en prenant compte actuellement de ce qui se passe. La période de questions est terminée. Ben, Désolé. En prenant compte. Peux-tu continuer la phrase? Ben, pas vraiment. Désolé. C'est pas grave. Désolé.